Et coucou, c'est Laura, bienvenue dans le 18e numéro des Chroniques BD, l'émission où je vais vous parler des différentes lectures du mois. Les lectures sont ici, donc c'est un mois un peu plus particulier puisque ça fait... Oh, je vais baisser un peu le son, je crois que c'est fort. Voilà. C'est un mois un peu particulier puisque déjà j'ai pris des vacances, je me suis autorisé le droit à prendre des vacances. Et du coup, j'ai moins lu de bande dessinée. En plus, l'émission, je l'ai avancée d'une semaine, donc il y a un peu moins de livres. Mais bon, on va quand même se débrouiller ce mois-ci sans trop de soucis. Bon, petit carnet noir, on va commencer par la mauvaise nouvelle du mois. C'est John Romita Senior, le dessinateur, grand dessinateur de comics qui est décédé ce mois-ci. Il est mort de je sais plus quelle maladie, non, je sais plus de quoi il est mort. Mais il était vieux. Donc voilà, les grands noms du comics de l'âge d'argent nous quittent. Ça arrive. Je n'avais parlé de ces bandes dessinées avec la mort de Gwen Stacy sur Spider-Man l'année dernière. Voilà. Mais bon, plus joyeux, on va quand même continuer avec les lectures de ce mois-ci et je vais vous parler un petit peu de ce que j'en ai pensé. Et donc c'est parti avec la première bande dessinée et pouf. Allez, toi tu t'en vas. Hop, et toi tu arrives. Tac. Et on commence la première bande dessinée avec Teleportation Inc. Incorporated. Le tome 3. Du coup, de quoi ça nous parle? Donc, Téléportation Incorporated, ça parle d'une jeune femme qui s'associe avec un espèce de lézard, on peut le voir sur la couverture ici. Hop là. Qui travaille pour une entreprise qui ont mis en point la téléportation, et puis ils mènent l'enquête pour les personnes qui utilisent la téléportation pour l'aller, mais qui ne font pas le retour. Donc globalement, ils pourchassent les immigrés. Il y a toute une histoire globale qui se met en place, et ce tome 3 est la suite de cette histoire globale. Donc il y a une explosion dans une station de téléportation, et ils vont aller enquêter, et ils vont aussi creuser un petit peu plus sur tout ce que cache la compagnie, donc derrière cette technologie. Au scénario, on a Dominique Latil, donc pour changer, il ne fait pas partie de la branche bretonne de la bande dessinée, lui il est plutôt du sud-est de la France. Il a une grosse quinzaine d'albums à son actif, et il a surtout été pendant une grosse quinzaine d'années rédac-chef adjoint du magazine Landfust Mag. Je crois que ça va être pas mal de prépublications de toutes les séries Landfust et compagnie. Et au dessin, on a Romain Sordet, donc c'est sa toute première BD. À l'origine, et même toujours actuellement, il est storyboarder dans de l'animation, principalement. Il s'occupe aussi d'autres tafs dans l'animation. Donc ça, voilà pour les auteurs. Hop, je vais vous montrer quelques images, comme d'habitude. Les voici. Donc, j'ai relu en même temps les tomes 1 et le tome 2 avant de commencer ce tome 3. J'avais déjà pour souvenir que c'était une série de science-fiction bourrée d'action et plutôt sympathique. Voilà, sans plus non plus. Voilà, un humour un petit peu potache, mais ça faisait le job. En relisant l'album, finalement, c'est un petit peu lourd. Voilà, il y a pas mal de blagues un petit peu sur le tour de poitrine de l'héroïne, par exemple. Ou pas que sur son tour de poitrine non plus, des fois. Donc c'est un peu lourd, surtout avec l'époque actuelle. On a une héroïne aussi, on pourrait dire badass dans un certain sens, mais en fait elle agit et elle réfléchit après. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Donc bon, toujours pas trop dans l'air du temps, mais là c'est logique avec l'humour. Elle est très très sexualisée, ça maintenant les gens évitent de plus en plus. Ce qui me fait penser que là il y a un festival de BD à Dieppe. C'est Jim qui avait dessiné l'affiche, donc il avait dessiné une de ses héroïnes, une héroïne d'une de ses BD, et la mairie de Dieppe a demandé à ce la mairie a trouvé que son décolleté était trop plongeant, donc ils ont dessiné un tas de livres devant, ils n'ont pas dessiné le vêtement, ils ont juste dessiné un tas de livres devant le vêtement. Les réseaux sociaux se sont emparés du sujet, et donc ça a forcément un petit peu dérapé. Revenons à ce tome 3. Du coup, tome 3, c'est quand même la même recette que le tome 1 et 2. Voilà.
Et voilà, on a toujours les mêmes défauts, les mêmes qualités aussi, hein, ça reste une série quand même qui est très correcte. Non, je ne pense pas qu'elle restera dans les mémoires. Il y a peut-être un tome... Voilà, l'histoire n'est pas encore terminée. L'arc... le premier arc, tome 1 et 2, voilà, ça finissait sur une fin ouverte. Le tome 3, ça finit toujours sur une fin ouverte, mais ça reste une histoire quand même complète. Mais voilà, il y a une possibilité de continuer avec un tome 4, voire 5, voire 6. Aller au-delà, ce sera peut-être un petit peu trop. On verra ce que va nous donner la suite, hein. Je pense que c'est un tome par an, donc on verra, je pense, une suite en 2024. Donc voilà pour Téléportation Incorporated. Allez, on passe à la suite. Et la suite, et bah, hop, ça va être rapide. Je ne l'ai pas sous la main puisque c'est un tome que j'ai lu en prépublication. Enfin, pas que, parce qu'il était publié quand je l'ai terminé. Enfin bon, je me comprends. Donc, le Disney, le tome 1, qui est une histoire complète. Il n'y a pas d'ouverture sur un tome 2 possible pour l'instant. Peut-être qu'on les reverra, les personnages, on les reverra dans un tome 2, mais l'histoire est complète. Donc, ça raconte l'histoire de Bébert Lagambi qui sort de prison et qui a des comptes à régler avec Joe, qui est un ami de Toine et du Ridley. Le Ridley est un surnom. Ça semble assez logique, mais bon, je vous préviens quand même. Et donc, Toine et le Ridley vont aider Joe à pouvoir régler ce conflit de la manière la plus pacifique possible. Je vous laisserai découvrir si ils ont réussi leur coup. Au scénar, on a Matt, son gros fait d'armes, c'est, en tout cas pour celui pour lequel il est le plus connu, c'est la bande dessinée Le Tueur, et sa série et sa suite ensuite, Le Tueur Affaire d'État. C'est une fiction d'autobiographie d'un tueur professionnel. C'est une série que je n'aime pas du tout. J'ai dû lire 2 tomes de Tueur un peu au milieu, j'ai lu le premier tome de Tueur Affaire d'État et j'aime pas du tout. Il a des monologues où il parle un petit peu, donne ses états d'âme sur la vision du monde, mais je la partage pas, j'aime pas cette manière de donner des leçons. Voilà, ça je suis pas fan de ça, donc il y en a qui aiment bien, cette série a quand même beaucoup de tomes et a une suite aujourd'hui. Il a aussi, donc Matt, ça fait beaucoup de polar. Il a aussi co-signé le scénario du dernier cycle du transpersonnage qui s'appelle Extinction de mémoire. Et au dessin, on a Fred Simon. Fred Simon, il travaille quand même depuis 92 dans le monde de la BD et il n'a qu'une petite dizaine de séries à son actif. Jamais trop de succès, mais il a la chance quand même d'avoir des séries qui vont à leur terme. Par exemple, j'ai noté la série écolo Mermaid Project. Il a eu le droit à une suite ensuite. Super. Il a une suite avec Mutation, donc était entre 2012 et 2020. Donc, il a des séries qui marchotent, qui lui permettent d'aller au bout de ses histoires à dessiner, donc ça c'est plutôt pas mal pour lui. Je vais vous montrer les images et je vais vous dire ce que j'ai pensé de cette bande dessinée. C'est une histoire donc, de truand dans les années 60 qui fait grandement penser au Tonton Flingueur, hein, forcément, et toutes les histoires un petit peu de cette époque-là, hein, toutes les barbouzeries. Donc j'ai plutôt accroché, voilà, toute cette histoire avec les malfrats au rancœur et qui sont super loyaux, hein, voilà. L'histoire reste classique dans le genre, mais bon, ça fonctionne bien. Tous les dialogues avec tous les termes argotiques renforcent toute l'immersion dans l'histoire. Donc bon, c'était un plutôt bon temps quand on aime un petit peu ce genre d'histoire. C'est moins ma tasse de thé, hein, moi j'avais compris que c'est surtout science-fiction et heroic fantasy, mais ça fait plaisir aussi de lire un peu d'autres histoires dans un autre genre. Et toujours dans un autre genre, on va passer à Nous n'irons pas à Paisley Park. Pareil, une bande dessinée que j'ai pu lire en publication. Donc nous avons 2 clients d'un vieux disquaire. D'ailleurs, ce disquaire fait une attaque et ces 2 clients, pour lui faire plaisir au final, vont partir aux États-Unis à la recherche d'un enregistrement qu'aurait été fait entre Prince et Miles Davis. Voilà, c'est une rumeur, donc ils vont essayer d'aller chercher cet enregistrement. Au scénario, nous avons Thomas Kotlarek, qui est à la base un cinéaste et qui est aussi formateur dans le milieu du cinéma, mais il a profité quand même de son parcours pour écrire quelques scénarios de bande dessinée. Donc il en a 3
à son palmarès, dont ce Paisley Park. Et il a toujours travaillé avec le dessinateur Jeff. Donc Jeff, j'en avais déjà parlé pour la bonne bande dessinée No Futures. Non, il n'y a pas de S, donc juste Future. Donc No Futures en français, avec l'accent français. Il est bien cet accent français en fait. Il a donc travaillé aussi, qu'il avait déjà travaillé avec Matt, donc la personne dont j'ai parlé pour le Grizzly. Donc c'était pour Balle perdue et Corps et âme. Deux titres, hein. Balle perdue, Corps et âme. Je préfère préciser parce qu'il y avait trop de et dans ma phrase, on pouvait se tromper. Et il a aussi officié avec Corberan pour la série Une balle dans la tête. À ne pas confondre avec les films de John Woo. Les images. Ah, alors je suis désolé pour les images, j'en ai trouvé que quelques-unes, donc de temps en temps c'est des bouts de cases qui apparaissent. Et les cases sont pas forcément très nettes. Je suis quand même partagé avec cet album parce que j'adhère pas le mélange qu'ils ont pu faire entre personnages réels. Bon, on a Prince, mais on a aussi d'autres apparitions, on va dire des caméos de personnages connus et encore vivants. Et donc le mélange de ces personnages et les personnages de fiction. Parce que pour les personnages réels, on va leur faire dire des choses, avoir des manières d'agir qui ne correspondent pas finalement à ce qu'ils sont dans la réalité, à ce qu'ils feront. Donc ça, je suis pas fan, ça me dérange un petit peu. Si je mets ça de côté, on va se retrouver avec une enquête sous forme de road trip à travers un peu les États-Unis, et on a plutôt deux Frenchies qui sont agréables à suivre, hein. Ils s'entendent bien, et enfin ils balancent quelques vannes. Tout ça fonctionne bien. Je ne sais pas trop où va s'arrêter la fiction et le réel par rapport à l'histoire de Prince, puisqu'à priori je pense quand même que le Kotlarek s'est inspiré de tout ce qui existe sur Prince pour monter son histoire, donc il va prendre beaucoup d'anecdotes. Pareil, cet enregistrement, a priori, existe aussi, existe. Non, l'enregistrement n'existe peut-être pas, il existe, voilà, ce sont des rumeurs, donc ils ont joué là-dessus. C'est du coup un style assez différent d'une biographie classique. Maintenant, je pense qu'elle est quand même à réserver plutôt aux fans de Prince. Je sais pas trop, ou peut-être pas. Je suis pas fan de Prince, j'ai appris des choses, est-ce qu'elles me serviront dans ma vie? Je ne pense pas, je pense que je les ai oubliées parce que de toute manière, je ne connais rien de Prince, hormis quelques morceaux de sa musique et un film qu'il a fait, où il joue dedans d'ailleurs. Enfin, il l'a fait, non, il joue dedans, il a fait la BO, et c'est à l'image du chanteur, de ce fantastique chanteur qui était Prince. Hop, passons à la suite, et la suite, je l'ai cette fois-ci, c'est Free Rent, c'est le tome 8. Donc c'est la suite de cette magicienne millénaire, cette elfe millénaire Frieren, et de ses compagnons, de ses nouveaux compagnons en tout cas. On a toujours les mêmes auteurs et il n'y a aucune raison pour qu'elle ça change. Et coucou chef Maxime, tu as raté la chronique. Non, tu as raté juste les 3 premiers morceaux. Tu as raté l'introduction et les 3 premiers albums. Je parle de morceaux puisque juste avant c'était une chronique sur Prince. J'ai pas dit de conneries pendant 20 minutes, c'est énorme. Bah forcément, tu n'étais pas là. Mais ça ne fait que 10 minutes que ça a commencé, donc tu vas pouvoir te rattraper. Ça avance assez vite. De toute manière, aujourd'hui, je n'ai pas un grand nombre d'albums. Donc je reviens à ce Free Ren. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur l'histoire. Je vais pas revenir sur l'histoire. Regardez les épisodes précédents. Et ni sur ses auteurs, parce que de toute manière, ces auteurs, je crois qu'ils n'avaient écrit que 2 choses avant Free Ren. Les images, les voici, j'étais perdu, je contemplais un petit peu mon overlay, ce magnifique overlay qui est fait avec amour, toujours avec amour. Et en parlant d'amour, l'amour dure cet tome. On est arrivé au tome 8, et toute la sympathie que je pouvais avoir envers le manga, envers cette série, c'est quand même envolé, puisque pour moi, on commence à tourner en rond. Il y a pas trop ce tome-là n'apporte pas de nouveautés. Je sais pas où l'histoire finalement nous emmène. Enfin, je sais où elle nous emmène cette histoire, mais je ne sais pas le voyage, les chemins qu'il emprunte. Et bon, si c'est ça encore pour 15 tomes, ça va être long. Ça va être très long. Voilà. Là pour l'instant, il n'y a pas trop de renouvellement dans sa proposition. Il y a des choses intéressantes dans les premiers tomes. Là, on va finir sur quelque chose de plus classique.
Bon, à voir. Les combats qu'on a, on ne ressent. Enfin, en tout cas pour ma part, je n'ai ressenti aucun moment, une quelconque tension. Puisque bah, il y a Frieren, on sait qu'elle est très très forte, donc bah si un des personnages avait un problème, j'ose imaginer qu'elle interviendrait à un moment, qu'elle va pas la regarder. T'es mort, garçon. Dommage. Ce n'est pas sa perte d'être son caractère. Et en plus, bah, elle décide comment agir, puisque ce sont des situations qu'elle a déjà rencontrées. Tu viens d'acheter le tome 10 de Solo Leveling et tu as hâte de poursuivre. Ah, alors tu le dilemme, est-ce que tu continues? Est-ce que tu m'écoutes? Ça va être compliqué. En tout cas, pour Frieren, bah, je vais quand même sûrement continuer parce que dans un souci d'avoir toute la collection. Encore que si j'arrive au tome 12 et 13 et je continue à avoir les mêmes remarques, je pense que je vais lâcher l'affaire. Faut pas, j'essaierai de lâcher l'affaire au milieu d'un arc. Tu pourras le lire plus tard, en effet. Après, tu auras un mois avant l'épisode suivant, donc tu auras le temps de te rattraper. Donc pour l'instant, il y a 10 tomes publiés au Japon, hein, donc on en a 2 de retard. La série est toujours en cours, donc je sais pas jusqu'où ils vont aller. À un moment, il faudra peut-être changer. Donc voilà pour Frieren. Et Frieren, hop, tu t'en vas et tu vas céder ta place à une héroïne. Et plusieurs versions de l'héroïne avec The Variant, Jessica Jones versus Jessica Jones. On va parler multivers. Donc pour faire déjà le début de l'histoire, ça va faire 10 ans que Jessica Jones s'est libérée du contrôle mental de l'homme pourpre. Revoyez un des épisodes, une des chroniques précédentes où j'ai parlé justement de cette confrontation avec l'homme pourpre. Mais en tout cas, il y a certaines informations et des migraines persistantes pour Jessica Jones qui font craindre le retour de l'homme pourpre. Ou peut-être est-ce autre chose. Mystère, mystère, mystère. Voilà pour l'histoire mystérieuse, tout ça. Au scénario, nous avons Gail Simon. Gail Simon, elle a vraiment le parcours le plus atypique que j'ai pu lire dans la bande dessinée, que ce soit américaine ou européenne, j'ai envie de dire. Le manga, ça part, puisque je ne connais pas du tout leur profil, puisque Gail Simon est une coiffeuse. Enfin, plutôt était une coiffeuse au début des années 2000, et elle a ouvert un blog tout en gardant son job de coiffeuse. En même temps, on était en 99, hein, l'internet c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Elle a ouvert un blog qui s'intitulait Women in Refrigerators, donc les femmes au frigo, où justement elle analysait et dénonçait le sort réservé aux personnages féminins dans l'industrie du comics. Donc elle a essayé de faire un peu avancer ces choses, parce que bah, surtout c'était à propos d'un Green Lantern, où il y a vraiment la femme qui était retrouvée dans un frigo, et c'était vrai, elle dénonçait que la femme était trop souvent utilisée pour faire avancer la trique. Le héros masculin, on la tuait, on la mutilait, on la mettait au placard ou dans un frigo. Et donc c'est ce qu'elle dénonçait à cette époque-là. Un Skyblog, je ne sais pas si c'était un Skyblog, en tout cas moi j'ai noté un blog, voilà, sur Wikipédia me disait un blog, une page Wikipédia, car depuis ce blog, elle a pu rencontrer tout un tas de personnes, d'auteurs de l'industrie du comics, et qui l'a conduit finalement à écrire des histoires. Donc elle a commencé par les Simpsons en comics. Ouais, on commence par ce qu'on peut, hein. Et ensuite, bah, elle a quand même passé chez Marvel où elle a fait du Deadpool, entre autres. Puis chez DC Comics où elle est passée sur du Bird of Prey ou du Batgirl. Et là aujourd'hui, je ne sais plus du tout ce qu'elle fait. Elle a aussi dessiné du Red Sonja, où un film est en préparation aujourd'hui. Je suis très curieux de ce film parce que ça a l'air complètement cheapos. J'ai juste vu une image pour l'instant, ça a l'air vraiment cheapos. Mais je pense que si c'est fait correctement, ça peut être fun à regarder. Sans être un grand film, ça peut être fun si on est dans le délire. En plus, ça peut être de la fantasy à la Conan, ça peut être cool. Red Sonja qui est apparu dans c'est Conan le Destructeur, je crois. C'était Brigitte Nielsen qui faisait ce personnage. Je dis pas de conneries. Allez hop, quelques images. Et donc, si je suis sur The Variant, c'est ma découverte
du personnage de Jessica Jones cette année avec les comics orientés sur où le personnage féminin central était une femme, donc j'avais lu Jessica Jones, et ça m'a donné envie de découvrir un petit peu plus ce personnage, donc j'ai eu l'opportunité de mettre la main sur The Variants, et donc on a pu voir la suite un petit peu de ce personnage désabusé. C'est juste que entre ses débuts de personnage désabusé qui a perdu ses pouvoirs, qui a été traumatisé dans son début de carrière de super-héroïne et de détective ensuite, et la vie qu'elle a aujourd'hui, qui est une vie de mère de famille, c'est plus tout à fait le même personnage. Et c'est justement là ma déception un petit peu sur le tome. Moi je m'attendais à retrouver ce personnage, mais c'est pas le cas, et c'est normal que le personnage ait évolué, qu'elle a eu un genre de rédemption. C'est complètement logique. Je suis déçu, mais ça veut pas dire que c'est pas bien. Non, heureusement que c'est comme ça. Et en faisant intervenir le multivers, ça permet même de voir ce qu'elle aurait pu devenir avec des rencontres différentes, des événements différents aussi, selon même des rencontres différentes ou des non-rencontres. S'il n'avait pas rencontré l'homme pourpre par exemple, qu'est-ce qu'elle sera devenue? Ça on ne sait pas. Enfin, si la série va tenter de répondre plus ou moins à cette question. En tout cas, ces rencontres avec les Jessica Jones, ça aurait pu être assez cool. Mais c'est malheureusement pas trop ce qu'on voit ici, puisque si, c'est ce qu'on voit. On voit les différents personnages, mais ce n'est pas exploité. Le personnage central reste la Jessica Jones, mère de famille. C'est le personnage central. Les autres, on ne fait que les survoler. Très bien pour des super-héros, on les survole. Super-héros. Les motivations aussi de l'antagoniste, au peu cher. Elles vont se passer, mais justement, à des kilomètres, hein. Elles volent très haut. Ensuite reste un énième retour de l'homme pourpre. Mais lui, par contre, je le trouve qu'il est super bien traité là-dedans. J'ai beaucoup aimé l'angle pris. Donc voilà, pour ce variant, c'était plus une déception pour moi, mais ça peut être un très bon récit quand on aime si on suit le personnage de Jessica Jones, je pense. En plus, on a plein de Jessica Jones, donc bon, on va pas cracher dessus. Pour info quand même, c'est bien noté, cette histoire s'inscrit dans la continuité de Marvel, donc dans toutes les histoires qui sortent actuellement. Donc il y a beaucoup d'événements, d'éléments d'autres séries qui vont intervenir ici et qui peuvent surprendre quand on n'est pas au courant. C'était le cas pour moi, encore là je le savais parce que j'avais déjà lu les derniers comics X-Men, mais quand on voit apparaître le professeur Xavier avec un énorme cast et qui marche, c'est pas du tout le professeur Xavier qu'on connaît plus ou moins par rapport au film X-Men. Donc bon, dans Krakoa, tout est expliqué avec l'île de Krakoa, tout ça, mais c'est la continuité. L'homme pourpre, c'est le même que qu'il rêve dans la série Netflix. Tout à fait. Dans la série Netflix, donc, il était interprété par le Docteur Wu, il a été Docteur Wu, il a joué aussi dans Harry Potter, mais je ne sais plus comment il s'appelle, et l'acteur David Tennant. Non, c'est pas David, c'est David Tennant, qui est un excellent acteur. Et la série, justement, Jessica Jones, j'avais aussi beaucoup apprécié, c'est pour ça que j'avais lu le comic Jessica Jones, les origines, et que j'ai lu ça. Attention, dans la série Netflix, il s'appelle l'homme pourpre, mais c'est juste parce qu'il s'habille en violet. Dans le comics, il est violet. Je vais essayer de vous trouver une image où on le voit. Hop. Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, tac. Tenez, une belle image de l'homme pourpre. Voilà, il est pourpre parce qu'il est vraiment pourpre. C'est David Tennant, merci chef Maxime de la confirmation. Donc voilà pour Jessica Jones. Et on passe à la suite, parce que là je n'ai rien dans les mains, mais attention. Hop. Et là. Tac, et on va passer avec l'agent sac à merde. J'adore dire ce mot. Dire ce nom. Ça sonne bien en plus. C'est le moment où je peux le dire, puisque c'est le tome 3 de The Scumbag. Je vous avais déjà parlé des deux précédents. Et nous avons l'agent sac à merde, qui est en plein milieu de la couverture, qui va avec ses bâtons dynamite. Donc rien que pour ça, c'est génial. Il va pouvoir utiliser ses pouvoirs pour mettre fin au conflit qui va opposer les utopistes face aux totalitaristes. Globalement, la gauche et la droite, enfin l'extrême gauche et l'extrême droite.
sans aucune subtilité. Les nunchaku, bâtons dynamiques, oui. Exact, c'était ça. Parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? On a toujours Rick Remender au scénario, je vais pas vous en reparler. Par contre, contrairement au tome précédent, où chaque chapitre était dessiné par un dessinateur différent, là, les 5 chapitres de l'histoire, 5 ou 6, tous les chapitres, je n'ai pas indiqué, sont dessinés par Roland Bouchy, qui avait dessiné déjà un des tout premiers chapitres, le 3e je crois, ou 4e. C'est plutôt un homme, on va vraiment beaucoup le retrouver dans la maison Marvel, où il a dessiné énormément d'histoires de Super Skip et du Star Wars. Et on va passer à mon avis sur ce 3e volume. On va déjà aussi faire le bilan de la série. Donc pour rappel, j'avais apprécié le tome 1, mais je trouvais qu'il n'avait pas été assez loin dans le délire. Le tome 2, il allait plus loin, mais ils avaient rendu Ernie, donc le personnage principal, pas si stupide que ça. Ça sent le truc vachement préparé de tout ce que tu voulais dire. Ah, je ne sais pas de quoi là tu... Par rapport... Alors oui, tout est préparé, hein, c'est pour ça que je regarde mon écran, le nombre de chapitres. Ah oui, non, enfin c'est pas du tout préparé, je ne l'ai pas noté, ça m'est venu comme ça, et puis bah voilà, un petit peu d'impro, je note pas tout non plus, tout ce que je dois dire, sinon ça va manquer de naturel si je prends ma feuille et je fais... Alors, The Scumbag est un récit écrit par Rick Remender, auteur de Death or Glory... Oh putain, avec un accent français coupé au couteau, Black Science... mieux, et Seven to Eternity. Enfin voilà, non, il y a toujours un petit peu d'impro, heureusement, même si je regarde quand même mes notes parce que je ne peux pas tout retenir par cœur pour un récit que j'ai lu bien plus tôt dans le mois. Et là j'ai une poussière dans l'œil qui me dérange et qui me fait mal. Hop, c'est bon, allez, on va dire que c'est bon. Donc, le tome 2, voilà, il avait été plus loin, mais Ernie était devenu un petit peu trop intelligent, ou tout du moins moins stupide, ce serait plus juste, qui rendait l'histoire amorale. Dans le tome 3, on a toujours ce Ernie intelligent, grosse guillemets, mais l'histoire est quand même un petit peu moins amorale. Hein, et par rapport à ce qu'il fait, c'est plus juste. Qu'est-ce que la justice, hein, me direz-vous, c'est ce que essaie de répondre, du moins, Ernie. Enfin, pas du tout même. Donc, pour toute cette... Donc, moins drôle. Oui, tout à fait. Le deuxième m'avait semblé moins drôle parce que, même si ça allait plus loin... Non, trop intelligent, non, il y avait des événements qui me dérangeaient. Dans celui-là, oui, toute la conclusion, je n'ai pas trouvé drôle, je n'ai pas trouvé assez décalé. Ça, par contre, au moins l'histoire se termine. Ça, c'est cool. Ce qui n'est pas toujours le cas, il n'y a pas forcément d'ouverture possible. Moi, j'imagine pas la suite. Ou alors, si suite ils avaient, ce serait un truc totalement méta et ça pourrait vraiment être cool. Donc, pour ce 3e tome, il y a vraiment Rick Remender qui règle ses comptes justement avec les extrêmes, que ce soit la droite ou la gauche. Hein. Et on va retrouver dans The Scumbag tous ces personnages, tout l'amour que porte Remender sur les personnages marginaux. Voilà, là on a quand même quelqu'un qui vit en dehors de la société, qui dit sex, drug and rock'n'roll. C'est complètement ça, qui vit, j'ai envie de dire, au crochet de la société, mais même pas, juste il vit. Il s'en fout de la société, voilà. Pour utiliser ses pouvoirs, pour tirer avec ses doigts, il fait pas piouf ou piouf, non, il fait un doigt, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il tire ses rayons. Non, je peux pas pour des questions de oui, le stream interdit moins de 18 ans, ou j'en sais rien, je ne vais pas montrer, je ne vais pas être vulgaire. Vous voyez très bien la scène quand on fait les doigts avec des rayons lumineux violets qui partent de ses doigts. Un peu d'imagination, que diable. Sex, drug and rock'n'roll, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de sexe et drogue. Juste rock'n'roll et rock'n'roll. Non mais lui il est sur tout, hein. Il est sur tous les fronts. Hein. Enfin, du moins il est sur 2 fronts, le premier il est pas toujours sûr, c'est ça qui essaye de décaler le truc. Mais bon. Donc, par rapport à l'amour que porte justement l'amour sur les personnages marginaux, donc on a ce personnage là qui vit, tout simplement. Dans Death or Glory, on suivait des personnages qui vivaient dans des camions et qui sillonnaient les États-Unis.
Dans Black Science, c'était un rebelle, plutôt un ancien rebelle qui s'est fait piéger dans le système. Dans Seven to Eternity, un personnage qui refuse de se soumettre, et j'en passe d'autres dans ces histoires. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, Ernie, c'est un homme qui veut seulement s'amuser. La série, ce n'est pas le sac à merde du titre, hein, c'est un peu plus. C'est pour moi la moins bonne série que j'ai pu lire de Rick Remender. C'est un auteur que j'apprécie énormément, mais ça reste une série sympatoche. Mais je vais plutôt vous conseiller, sauf si vous adhérez au délire, hein, ça peut marcher. En plus, les dessins, moi j'aime beaucoup les couleurs. À chaque fois je les vois passer là, et je me dis, putain, je lirais bien cette série en voyant les images. Bon, je l'ai fait ce mois-ci, on va peut-être attendre un petit peu. Donc oui, lisez d'autres séries de Remender. Seven to Eternity était vraiment bien. Black Science, si on aime bien le côté slider, c'était bien aussi. Et j'en ai oublié une. Ah si, Black Science. Non, pas Black Science, je viens d'en parler. Non, non. Ah, ça m'embête de pas l'avoir. Fear Agent. C'est un truc complètement pulp avec un mec dans une combi presque en latex avec un réacteur dans le dos qui défonce des extraterrestres, des genres de blobs. Disons que ça, c'est le scénario de départ. Après, le scénario est un peu plus intéressant que juste ce côté pulp, mais il y a le côté pulp qui est toujours là, et qui était vraiment une très très bonne série, et je pense que ce serait la meilleure de Remender comme ça. Je ne sais pas si elle est encore disponible, elle était sortie chez Akileos de mémoire. En tout cas, si elle l'est, jetez-vous dessus parce que c'était une très bonne série, Fear Agent. Ça me donne presque envie de le lire pour vous en parler plus tard. Mais j'ai aussi envie de lire d'autres séries pour vous en parler plus tard. Dont un Promethea, où il y aurait un hors-série dessus. Mais bon, ça, faudrait que je le relise, et ça, c'est quand même plus faux à lire. Et ce serait une série que je vous conseille de lire. Enfin, que je ne vous conseillerais pas de lire, mais lisez-la quand même. Ouais, c'est compliqué, mais le jour où vous en parlerez, vous comprendrez peut-être pourquoi. Allez hop, on passe à la suite, on revient avec du manga, avec ce Vigilant My Hero Academia Illegals, le tome 13. Nous sommes à 2 tomes de la fin avec ce tome 13. Et pour vous raconter l'histoire, nous avons des méchants qui tapent sur des gentils et des gentils qui tapent sur des méchants. L'histoire. On a toujours Hideyuki Furuhashi et Betancourt dans l'équipe technique. Voilà. Moi plus j'ai parlé bien vite, personne n'a rien compris, mais en même temps, bon on se tape dessus dans ce tome là. C'est My Hero Academia quoi. Ouais, mais ouais. J'allais faire un mais en fait non, c'est ça, c'est du shonen, hein. C'est un spin-off qui change un petit peu quand même qui changeait en tout cas un petit peu au début de proposition. Maintenant, on est vraiment dans le shonen pur et dur, hein. D'ailleurs, en plus, j'y viens. Alors, ça tombe bien, quelle transition. Enfin, je me rattrape aux branches parce que j'y viens, mais pas directement. Donc, côté dessin, moi j'aime beaucoup les dessins. Je sais pas, j'aime bien le trait de Seiyon. Bon, tant mieux. Tant mieux pour moi en tout cas. L'histoire est agréable à suivre. Non, c'est pas le moi. Alors, donc, pardon. J'avance un petit peu. J'étais sur le prochain tome, mais ça s'applique aussi. J'aime quand même bien le truc crayon, donc ça marche quand même. Puisque je trouve justement les dessins qui sont super dynamiques, ça marche bien. Donc voilà, principalement dans ce tome-là, c'est le combat du gentil du héros contre son adversaire, le méchant. J'avais noté, les dessins sont comme depuis le début bien dynamiques. Je l'avais noté, hein, mais je me suis répété sur la ligne suivante. L'action, elle est toujours lisible. Heureusement pour un shonen, hein, ça c'est quand même important. Toutefois, dans ce volume-là, je trouve que tous les power-up, il en a beaucoup dans ce volume-là, qu'a le héros, elles sont complètement tirées par les cheveux. C'est capillotracté. Il y a une justification dans l'histoire. Bon, elle est là pour justifier les power-up. C'est qui vient en premier, hein, ça c'est une bonne question. J'avoue que c'est un peu la DA qui a fait que t'as pas accroché My Hero Academia. Attention, la DA elle est différente. Je trouve que la direction artistique est différente entre ça et la série mère. Bon, les dessins, c'est bien d'être gentil, c'est pas bien d'être méchant.
Oui, bah oui, en même temps, c'est aussi un shonen. Oui, en effet. Mais je t'enverrai un MP après le truc, chef. En tout cas, de demander. Tac tac tac. Donc bon, bah on approche de la fin, c'est pour bientôt, et ça c'est bien car stop, c'est bien pour un manga. Voilà. Ne faites pas 170, enfin 170, ni 70, ni 115, c'est bien, 20, c'est bien. Et surtout, terminez votre histoire. Je parie que tu vas oublier le MP. Alors je le ferai peut-être pas tout de suite, mais peut-être plus tard. Allez, file. Enfin, le manga, pas toi. Passons à la série Mage. Paf. Eh oui, eh oui, il faut du Mondaran. Un mois sans Mondaran n'est pas, enfin, sans Mondakilon n'est pas un mois, n'est pas une chronique BD. Tu vas vraiment te faire sponsoriser un moment par Soleil. Et par les mondes d'Aquilon. Jean-Luc Piscine, si tu me regardes, hein, ça m'intéresse aussi. Alors, t'y as cru, ouais, mais non, et le mois prochain c'est raté, hein, déjà. Pour faire prévenir, c'est que j'ai lu une bande dessinée hier, c'était le Mandaral. Au Daquilon. Donc, c'est le patron qui est d'ailleurs au tome, à l'histoire de ce tome 9. Jean-Luc Christine, et on a l'italienne Orlena Savarese qui dessine ce tome 9. Elle avait aussi dessiné le tome 5 qui était dédié à Shannon. Et elle a dessiné aussi une partie du tome 29 de la Geste des Chevaliers Dragons, qui était une bande dessinée sympa, et il y a un moment qu'il n'y a pas de tome de sortie, c'est dommage ça. Et d'ailleurs, en mai dernier, il est sorti le 3e tome de la série Ennemi qui est déjà illustré par l'italienne. Alors, mais on est encore en juin, elle marche pas pour la chronique sur les lectures de juillet. Ouais, mais je vais quand même en parler, quand même. Je vais tout lire, tout vous dire quand même en juillet sur ce que j'ai lu. Hein. Ah ouais, je pouvais pas dire parce que là demain c'est dommage. Là j'ai un truc à dire aussi sur un autre manga que j'ai lu et qui est un tome 9 aussi. Non, j'en ai déjà parlé, mais je trouve que c'était intéressant l'évolution de ce manga. Donc oui, bah j'ai des coups. Oui, je respecte pas forcément mon créneau. Je reconnais, je plaide coupable, hein. Mais bon, en même temps, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de parler d'une bande dessinée que j'ai pas lue, et bah je le ferai pas. Non, je ne le ferai pas, n'insistez pas. J'insiste tout seul, mais n'insistez pas. Je voulais pas parler d'histoire, et bah Beltoran, c'est un mage qu'on avait déjà croisé dans d'autres albums, et qui va rechercher des Aminins qui ont disparu. En même temps, s'ils n'avaient pas disparu, ils ne les rechercheraient pas. Hein. Et toujours en toile de fond, cette guerre entre les humains et les anciens races. Un tome 9 avec une évolution intéressante. Je cherche. J'en ai déjà parlé et je vais pouvoir te le dire le nom, hein, c'est pas un surprise, c'est les liens du sang. C'est un seinen, rien à voir, j'en avais déjà parlé. Et bah, je vous en parlerai le mois prochain. Passons à la suite. Enfin non, pas passons à la suite, on va passer aux images. Bon bah les images, les dessins restent du classique pour cette série, enfin pour cet univers. Ça passe toujours pour moi, l'histoire elle est toujours agréable. Les nouveaux personnages introduits ici, je parle surtout pour l'aide de camp de Beltoran, complètement stylé, j'ai envie d'en savoir plus. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Voilà, la série, on en est aux 4, c'est quasiment 100 tomes, c'est toujours plus ou moins pareil, faut reconnaître. Et, allez, on va faire du mai parce que j'aime bien pinailler pour rien, hein. Vous avez l'habitude maintenant des pinaillages inutiles, je suis français, mon Dieu. À chaque fois tu dis j'en avais déjà parlé, mais tu as l'impression que c'est la première chronique que je vois parce que ça te dit rien. Alors, les liens du sang, j'en ai parlé quand? Je vais aller voir la chronique de mars. Hop. Tac. En mars, j'avais parlé de Jessica Jones, alias et l'homme pourpre. Voilà, tac. Non, je vais pas parler des liens du sang. On va voir janvier peut-être. J'en suis sûr d'avoir parlé ce mois-ci. Alors, hop, de Cap et de Ro, Frieren, putain, Frieren, on avait déjà du Frieren. Hop, février, ça donne quoi février? Radiant Black. Ah, mois prochain il y aura du Radiant Black, tiens aussi. Normalement. Nos futurs, j'en ai parlé aujourd'hui aussi. Mars, on a vu qu'il n'y avait rien. Avril. Oh bon Dieu, j'en ai pas parlé cette année, tiens. Oh, parce que en mai, bah, c'était le mois dernier, il n'y a rien de sorti le mois dernier.
Bon, bah j'en ai pas parlé ce mois-ci, cette année. Et là-dessus, sous la main, je n'ai pas l'année dernière. Enfin, faudrait que je regarde, on va pas non plus perdre de temps. Ah oui, mais c'est possible, mais chaque fois pendant la chronique que j'ai pas vu. Ah, c'est possible. C'est possible. Et comme je dis chaque mois, il faut que je déplace le chat parce que là, il est en plein dans mon fond. Si je me dresse, je me tiens un peu droit, bah c'est dans les yeux. Bon, moi c'est pas grave, je regarde la caméra ou je regarde mon écran, mais bon, pour vous, sinon, hop, je m'avachis. Voilà, super. Ou alors, je m'avachis dans ce sens-là. Titre. Je l'ai en plus, j'ai le titre, c'est dommage. Bon, allez, passons au pinaillage parce que je suis français. Faut râler. Parce que cette série, elle est bien gentille. Mais le syndrome Marvel commence à se faire beaucoup trop ressentir. Parce que on a la série qui s'appelle Gardaran. Mais pour pouvoir suivre correctement cette série Gardaran, il va falloir absolument derrière tout lire. Et sinon, bah, vous allez être perdu. Donc c'est ce qui serait dommage. Bon, faut pas se mentir, le produit il est complètement conforme à sa description. Il y a un sous-titre là, hop, que vous voyez, et puis un petit reflet tout pourri, hop, qui s'appelle Gardaran. Quand le titre de la série mère c'est Gardaran, on peut se dire que c'est lié. Donc je râle pour râler, hein, j'avais prévenu. Hein. Tac, oui, parce que forcément ça va être relié à la série mère. Et cet album-là, j'ai quand même encore l'impression aussi que c'est une introduction pour mettre de nouveaux personnages. Personnages cool, je dis pas le contraire, mais c'est toujours un nouveau personnage et ça ne fait pas du tout avancer, c'est le Schmilblick. Donc voilà, Beltoran, hein, si vous n'êtes pas encore lancé dans Gardaran, dans les mondes d'Aquilon, je vous ramène vers le hors-série que j'ai pu faire où j'en parle, et puis aux différentes chroniques où j'ai parlé aussi des différentes séries. Commencer par Gardaran, c'est pas la bonne idée. Vous pouvez commencer par regarder le deuxième hors-série que j'ai fait sur le tome 1 Gardaran, comme ça vous aurez tous les albums à lire pour pouvoir s'y mettre maintenant. Sinon, 90 sans albums à commencer. Bon courage messieurs. Voilà pour Beltoran. On va passer à la suite. Regarde The Mandalorian, tu peux comprendre très bien la saison 1 sans avoir vu les films Star Wars. Bon, la saison 2, ils font beaucoup de fanservice. Alors, attends. Vu que je suis fan un peu de Star Wars, d'ailleurs, c'est assez raccord avec une série de SS qui est juste ici. Dans la saison 1, on avait quoi de fanservice? Oui, la fin. Ouais, si, IG, enfin le droïde assassin. C'est vrai qu'on n'en avait pas tant que ça et on peut commencer sans regarder Star Wars, ouais. On manque des références, mais ça peut le faire. Peut-être manque de précision sur ce qu'est un Jedi, ce qu'est la Force, personne ne t'explique rien. La saison 2... Ah, je dois confondre la 1 et la 2, en fait, j'ai dû mélanger les deux. Il y a beaucoup de fanservice, oui, mais en même temps, cette série, c'est que du fanservice, alors bon. Ouais. Il n'y a pas vraiment de Jedi sur la 1, ouais, j'ai mélangé avec la 2. Ouais. Ouais, oui, effectivement, ça peut se regarder sans regarder les films. Je pense que c'est bien de regarder les films, il y en a 9, ça va quand même, ça va plus vite et ça coûte moins cher que 90 tomes de Gardaran. Sauf que si vous avez une bibliothèque, une médiathèque qui les a, allez-y, hein, lisez, c'est des bons ouvrages, hein. Donc vous pouvez y aller. T'as pas dit le contraire. En effet, tu n'as pas dit le contraire. Mais c'est dommage. Enfin, oui, enfin, si la série de Mandalorian, je dirais complètement, mais c'est pas grave, c'est très bien, on parle de Star Wars. Forcément, c'est bien. Star Wars et Air Disney, c'est moins bien, mais c'est pas grave, c'est Star Wars. Regardez Mandalorian, pour quelqu'un qui n'a jamais vu Star Wars, et regarde derrière la Garde des Étoiles, ouais, c'est cool, tant mieux si ça amène des gens sur la Garde des Étoiles, c'est bien. Mais c'est possible de faire un dérivé où tu es forcé de lire l'œuvre mère pour tout comprendre. Oui, tout à fait, c'est aussi, tu peux faire les deux, c'est bien pour les personnes qui suivent justement. Et je pense que si il fait ça sur les Gardaran, c'était... Ah, tu n'es pas forcé. Oui, tout à fait. L'un et l'autre, c'est vrai, parce que... Je vais quand même continuer, du coup, ce que j'allais dire, parce que ça va dans les deux sens. Si
Jean-Luc Issine, je monte là-bas parce que la bande dessinée est là-bas. Je monte pas là-bas parce que j'ai envie de montrer, bah là, regardez, hop, je monte mon doigt. Voilà, regardez, allez, ça va là-bas. Si Jean-Luc Issine a fait cette bande dessinée, oui, Jean-Luc, il est là-bas, il est à côté de moi. Hein. S'il a fait cette bande dessinée, c'est parce qu'il y a une demande. Au début, il y a eu Elf, après derrière, les gens ont demandé mais ce serait bien de faire des nains. Bon, bah, il a fait des nains, du coup. Même à un moment sur nains, je croyais qu'il disait et puis là, on parle peut-être de faire des mages, mais bon, il y a un moment, les gens vont pas suivre avec les porte-monnaies. Mais il y a eu une demande, donc il l'a fait au final. Il y a eu. Je sais même plus ce qu'il y a d'autre, bah du coup, il y a eu les Gardaran, il y a les orques et les gobelins. Et maintenant, il y a Gardaran, le crossover avec tout le monde. Je pense que c'est quelque chose qui était demandé. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, eux, après, ils se font plaisir avec les terres d'Ogon, ou d'Ogon. On va dire Ogon, parce que je dis Aran, je prononce le N, et bah, je vais dire Ogon. Et là, bah, après, il y a les terres d'Inuma, là, qui vont arriver un jour. Là, ils ont un plan sur 4-5 ans, au moins, facile. Et d'ailleurs, on va pouvoir partir sur ce ISS Sniper parce que ça va être à mon avis le même délire. Puisque ISS Sniper, sans transition, nous raconte l'histoire, il y a un dictateur qui est mort, et son corps et ses richesses, bien sûr, sont envoyés dans une fusée vers un trou noir pour y être. Enfin, voilà, c'est un mausolée, hein, c'est un dictateur d'une planète. Mais du coup, il y a des richesses, et donc qui dit richesses, dit pirates, tous les pirates de la galaxie vont se ruer vers cette nef pour récupérer toutes les richesses. Mais Ivy Hailey, celle qu'on voit en couverture, n'est pas tout à fait d'accord, elle veille à ce que tout se passe bien. L'histoire est un peu plus compliquée, mais je vous laisserai la découvrir si vous attaquez ce ISS de Sniper. Pourquoi envoyer les richesses vers un trou noir quand on peut faire croire qu'on l'a fait? Oui, mais le dictateur est mort. Du coup, il se fait enterrer avec ses richesses, un petit peu comme le Kim Shin-wang, qui s'est fait son armée de terre cuite et tout. Ou les pharaons qui sont enterrés avec eux, plutôt. D'ailleurs, le dictateur, bizarrement, il fait vachement penser à Kim Jong-un et Kim Jong-il auparavant, à la Corée du Nord. Et donc nous sommes à 3 mois d'affilée avec une BD scénarisée par Nicolas Jarry. Bravo, tu fais le hat-trick, Nicolas. Donc bon, on va pas reparler de Nicolas, hein. On va plutôt parler de Erion Campanella Avdisha. Voilà, qui a un bon nom bien rallonge. C'est sa première bande dessinée dans cette chronique. Et c'est pas sa première, en tout cas en France, puisque Jean-Luc Issine, encore lui, c'est lui qui lui a permis de dessiner un petit peu toutes les bandes dessinées qui ont été publiées en France. Donc il a dessiné un tome de Conquête, une série dont j'ai déjà parlé, cette année, ça j'en suis sûr. Un tome d'Android, ça j'en ai pas parlé. Il a fait un peu de Médicis, ça je n'ai jamais lu. Et il a fait du 3 qui a déjà été scénarisé par Nicolas Jarry sur les cartes de 3. Campanella, c'est pas le nom du perso de Depardieu dans La Chèvre? Ah, je ne sais pas, peut-être. Peut-être. Je sais qu'il y a François Pignon, ça c'est sûr. Mais Campanella, ça me parle moi plus sur une histoire japonaise, enfin une histoire très connue au Japon, d'un train qui emmène les gens avec des... Enfin... ou c'est Campanulo peut-être. C'est Francis Perrin dans La Chèvre. Ah, c'était pas François Pignon. Mince. C'était juste avant qu'il change. Ah, dommage, je me suis fait avoir. Tant pis. Merci d'avoir corrigé. Donc oui, par rapport à Campanella, ça me parle peut-être dans cette histoire japonaise où t'as une personne qui est dans un train, qui va rencontrer des personnes et tout, et en fait, ces personnes-là sont décédées, et le train il se dirige vers, je sais pas trop où, vers je sais plus, faudrait lire le conte. J'en avais entendu parler 2 fois, et la deuxième fois, je me souviens que c'était dans un manga qui parlait d'une actrice, enfin d'une jeune fille qui a priori une super actrice et qui joue au théâtre, et tout, qui s'investit dans le rôle. Et le manga s'est arrêté suite à un scandale, une affaire d'harcèlement ou d'agression sexuelle de l'auteur. Voilà. Et le manga venait tout juste commençait d'être publié en France. Dommage pour ceux qui ont commencé. Voilà, allez, on passe au dessin. Allez, avançons. Tac. Attends,
Ouais, j'ai l'impression de découvrir, quand je mets l'image, j'ai l'impression de découvrir ce tome, mais ouais, non, voilà, quand j'aime bien les dessins, voilà, c'est sorti naturellement, hein. Donc je vous dis pas de bobard quand je dis que j'aime les dessins, hein. Généralement, de toute façon, je vous dis pas, quand je dis que j'ai pas aimé, et quand je dis que j'ai aimé, hein. Je vous dis pas des bêtises. Je ne suis pas sponsorisé par quiconque. Voilà. Si vous voulez me sponsoriser, je dis pas non. Par contre, je resterai fidèle à ma ligne directrice de dire ce que j'ai envie de dire. D'ailleurs, puisque allez, on s'en son la bande dessinée, ce tome-là, c'est sans doute un de mes préférés de cette collection ISS Sniper. Mais c'est aussi celui qui fait le moins ISS de Snipers. J'y viens. Tu dis des bêtises et t'es pas sponsorisé par Cambrai. Oh, jeu de mots. Donc pour ce tome 5, on est déjà beaucoup plus proche d'un space opéra. C'était un peu le cas avant, mais bon. Donc là, on est vraiment dans du space op. Je l'ai dit plus tôt que j'aimais le space op. On a aussi une ISS Sniper qui a un langage un peu moins fleuri. C'est toujours un peu imagé, mais moins que d'habitude. Il est bourré de bonnes idées, surtout au niveau de Hailey. De toute façon, on peut le voir à la couverture, hein. Je ne sais pas à quoi peut vous faire penser un petit peu son design, hein. Les 4 bras derrière. Regardez le visage aussi. Voilà. Je vous laisse faire votre CD, vous imaginez. Ça te manque de faire du JDR dans du Space Op. Ah, j'ai jamais fait de JDR dans du Space Op. J'ai fait que du... Je fais toujours d'ailleurs de la fantasy. Ok. Donc... Voilà. Pinaillon, c'est le moment. J'ai quand même qu'on a mis ce titre-là, là, en gros, la ISS Sniper, juste pour raccorder à la série ISS Sniper. Il y a beaucoup d'éléments de world building qui n'étaient pas là avant, donc voilà, on te le balance un petit peu comme ça. C'est intéressant, mais finalement, ce serait une autre série. Ouais, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher sans que ce soit raccordé à ISS Sniper. Ça se vendrait peut-être moins bien. Très certainement moins bien. Ça, on met ce titre-là. Peut-être qu'on la reverra parce qu'il y aura sans doute un jour un crossover gigantesque. On peut l'imaginer en tout cas vu le world building, un petit peu comme du coup les mondes d'Aquilon ou le Conquête. Ton perso avait un pouvoir spécial magnifique. C'était le pouvoir du c'est pas moi, c'est lui, qui permet de rejeter la culpabilité sur n'importe quel autre un perso joueur présent. Oh mais c'est génial. Oh c'est génial. Oh, j'adore ce pouvoir. Je pense que je vais le noter dans un coin de ma tête et le soumettre au MJ un jour. Même si mon personnage c'est quand même un gros bourrin. Donc du coup ça passe moins avec mon truc. Même si j'ai 5 en éloquence sur 10, donc on peut dire que je suis un peu éloquent, ça pourrait marcher. Et puis j'ai du charisme, beaucoup de charisme, donc ça pourrait marcher, peut-être. T'étais pilote. T'as un Han Solo. Ah ouais, non. J'aime ton personnage. Ok, tac, donc oui. Voilà, la série elle fonctionne, je conclue, hein. Elle propose un environnement différent, mais toujours avec la même recette, mais... Enfin, toujours la même recette que tous les autres titres faits par Jean-Luc Christine. Mais voilà, ça ne révolutionne rien, mais ça fonctionne. Et c'est ce que j'avais déjà dit dans une autre chronique. Moi, j'imagine la BD comme une pyramide. À la base, bon, il y a beaucoup, on va dire, de séries toutes pourries. C'est pas ce que je dis, donc je sais pas, je vais pas partir sur cette base là, je vais partir un petit peu plus haut dans la base, on va dire. Donc faut élargir, même si la base au moins elle fait un vase, donc c'est un petit peu large au niveau milieu, où on se dit on a plein de bonnes séries, mais il faut avoir ce truc bien large pour pouvoir ressortir des fois une super BD. Et donc ça c'est cool. C'est pour ça que voilà, les séries sont bien, continuez comme ça à faire des bonnes séries pour avoir de temps en temps une série excellente. Quand un vaisseau se crache, c'est pas moi, c'est lui. Bah oui, c'est la force d'un champion. Ce n'est jamais de sa faute le champion. C'est parce que les conditions étaient pourries. C'était parce que le mec il s'est rabattu devant lui dans un couloir. L'air était lourd. J'ai mal mangé ce midi. Voilà. Enfin, la bouffe était avariée. J'ai le Covid. Voilà. Tout ça. Allez hop. Petit balle perdu sur Covid. C'est Vigo qui a pas fait le plein. Ouais, mais par exemple, voilà, c'est pas sa faute. Puis t'as toi de vérifier, mais c'est pas ta faute. Il avait qu'à faire le plein aussi. Allez, on passe
aux dernières bandes dessinées et vous pouvez voir le petit logo, la BD du mois. J'ai pas mal hésité à mettre une BD du mois ce mois-ci, je reviens tout de suite. Après, pourquoi? Ah oui, tu n'étais pas là le mois dernier, du coup, c'est la nouveauté du mois dernier, je mets maintenant pour la dernière bande dessinée le logo, le gros logo, la BD du mois, sponsorisé par Laura. Laura approved. Le mois dernier, c'était une vraie BD du mois. Là, celle-là, c'est plus par défaut, mais j'y viens. N'allons pas trop vite. Donc, les prostituées du Seven Events se font assassiner. Exactement, ça parle de Jack. Enfin, c'est dans un Londres victorien, donc avec un tueur de prostituées. Ah, ce n'est pas Jack l'Éventreur. On ne l'évoque même pas, mais on voit l'inspiration qui est là. En plus, ce sont les prostituées d'une maison close, le Seven Events. Ce n'est pas le bar de Tifa de Final Fantasy VII. Et donc, suite à ces assassinats, on a un inspecteur de police de Londres et un inspecteur de Scotland Yard qui vont mener l'enquête pour essayer d'arrêter ce meurtrier. Au scénario, on a Nicolas Antona qui a été élevé à Goldorak et au Chevalier du Zodiaque. Il a signé son premier scénario là en 2016 avec La Tristesse de l'éléphant, a priori une jolie petite histoire d'amour. Et cette année, c'est sorti Naïs, un récit de fantasy jeunesse. Et Tifa, il mange des pâtes à cette heure-ci. Alors peut-être, en tout cas, il est passé tout à l'heure, je l'ai vu sur le chat, mais il a pas dit bonjour. Ah, c'est le saligo. Et au dessin, on a Julien Motler. Je vais dire Motler parce que j'aime bien. C'est un dessinateur dont j'adore le trait, hein, vous allez voir juste après. Je l'avais découvert sur la série Space Gangster. C'est un récit de SF complètement déjanté avec deux sœurs que tout oppose. Malheureusement, cette série se termine pas vraiment, mais en tout cas, elle est ressortie récemment en intégrale chez Clair de Lune, même maison que Lady Whitechapel, et c'était vraiment top. Comment dessiner moi j'ai vraiment adoré. On a un esprit pulp, ça allait à 200 à l'heure, je me suis éclaté à la lire, malheureusement, il n'y a pas eu de suite parce que la BD c'est compliqué. Il a aussi dessiné le spin-off de la série Badass, Kitty Kill Kill. Ça vous parle de Badass aussi, ça c'est cool dessiné. Ça fait beaucoup de bandes dessinées dont je dois vous parler, que j'ai lu, ce que je vais vous parler. Je le ferai quand j'aurai un temps de pause dans les livres. Ce qui n'est pas le cas parce qu'il y a un Shadowman qui m'attend derrière. Et après j'ai... Ah bah si, un Atom Black aussi qui m'attend au magasin. Et puis après je sais pas trop. Je me suis pas renseigné sur les bandes dessinées du mois de juillet. Ok, qu'est-ce qu'il a dessiné? Il a dessiné aussi le récit du SF42 Agent Intergalactique qui était un spin-off de la série Tessa Agent Intergalactique. Donc, là je vous ai fait la couverture a l'air cool, mais qu'en est-il de l'intérieur? T'avoues que le steampunk victorien ça marque des points avant même que tu vois le dessin. Alors là voilà, maintenant tu vois le dessin, tu vois les couleurs aussi qui sont faites par la même personne. Et du coup tu vois aussi le gros logo. Je montre la BD, mais en fait c'est plutôt sur votre dessin de ce côté là que vous avez le logo. Même si je l'ai mis par défaut, mais j'y viens parce que ça reste une bonne petite histoire d'enquête dans ce Londres victorien. L'ambiance, moi en tout cas, ça fonctionne vraiment chez moi selon comment c'est représenté. J'aime toujours du coup les dessins de Julien Motley. Et surtout sa mise en scène, je trouve ces pages très dynamiques. J'ai pas trouvé beaucoup de cases, donc je crois que j'en ai mis que 3 des pages. Allez, vu que c'est un volume tout, j'essaie de en mettre une deuxième un petit peu plus lumineuse. Hop là, et pas lumineuse parce qu'il y a du reflet. Voilà. Tac. Malgré tout, quand même, on est censé suivre une enquête. Enfin, on suit une enquête. Mais là, nos deux champions, eh ben, ils ne sauvent quand même pas grand-chose. Hein. Il y a souvent des éléments qui leur tombent sur le coin de la figure et qui les aident à résoudre l'histoire. Ils sont vraiment plus victimes de tous les événements qui s'y déroulent. Ce qui fait que la révélation finale, elle est un petit peu moins surprenante. C'est un poil dommage, ce serait vraiment mon regret. Par contre, j'ai passé un agréable moment sur cette lecture. Et allez-y, hein, voilà, c'est sorti chez Clair de Lune, en édition intégrale. C'est sorti au mois de mai, je crois, avril-mai. C'est un Deus Ex Machina. Non, parce que ça reste logique.
vous dites si, un petit peu. Faut quand même reconnaître. Là où tiens, je l'ai pas noté ça. Allez, hop, on improvise parce que j'y repense à nouveau. Là où je pense que Clair de Lune se fout un petit peu de nous, mais il peut y avoir une logique, allez, je vais les défendre en même temps, c'est que cette intégrale elle est vendue au prix de 32 euros. J'arrondis, hein, à 5 centimes près, j'arrondis. Ce qui fait finalement 16 euros par album. Un album simple, ça, c'est Sniper, 16 euros aussi. Donc, volume double, 32 euros. Il n'a même pas de dire, tiens, c'est une intégrale, ça coûte un peu moins cher, même à 30 euros. Donc là, ils ont un petit peu abusé sur le prix. Je pense qu'à 25 euros, ça aurait peut-être été plus correct, voire 20, mais bon. Là où je vais peut-être, allez, je vais défendre Clair de Lune, c'est que Clair de Lune reste une petite maison d'édition qui ont finalement leur chef de file, c'est le Donjon de Nullbuck, c'est ce qui leur rapporte, qui est tiré à des milliers d'exemplaires, dizaines de milliers d'exemplaires chaque numéro. Donc ils ont forcément, ils ont quand même moins de business qu'un édition Soleil ou qu'un Delcourt. C'est normal que Delcourt ils peuvent dire tiens on tire les prix sur cet album là, mais on se rattrape sur un autre. Et ça te choque pas, toi, il y a 2 albums dedans. Oui, dans un sens, c'est vrai, sauf que j'ai pas 2 couvertures. J'ai une seule couverture, j'ai finalement beaucoup moins de pagination, puisque la transition, hop, elle est ici. Voilà, vous avez la couverture du tome 1 en noir et blanc, la couverture du tome 2 en noir et blanc aussi. Moins de pages, on n'a pas les premières pages, tout ça, donc bon, il y a un peu d'économie qui est fait. Maintenant, le papier a augmenté. Et Clair de Lune reste une petite maison d'édition. Donc ça peut se comprendre aussi. Mais je sais qu'il y en a d'autres, pour 30 euros. La qualité de papier n'est pas la même, hein, attention, je le précise, mais voilà. J'ai pas de numéro. Hein. C'est plus écolo, moins de pages de garde blanche. Exactement, c'est plus écolo. Là, ici, j'ai... Ouais, la qualité, c'est pas du tout la même. Oh, j'aime bien, ça sent de papier. Oh. J'ai pas de numéro de page. Mais en tout cas, j'en ai un beau paquet, j'en ai au moins 600. Ça va me demander du temps, ça va prendre du temps à lire. Je regarde si je vais à un endroit où il y a la pagination. Non, j'ai pas la pagination. Et c'était 40 euros. C'était pas... Mais en même temps, c'est une couverture collector. Allez, c'était 36 euros. Donc voilà, mais bon, c'est du... Si vous aimez le long de Victorien, si vous appréciez le trait, voilà, si vous aimez le long de Victorien, voilà, enfin, toute l'histoire de Jack l'Éventreur, oui, allez-y. Et tu trouves que le bémol prix est un faux débat quand même. Exactement, mais tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui, chaque fois je dis oui, mais machin, il y avait une justification possible, et oui, c'est un faux débat, effectivement, 32 euros, je l'ai pris, je suis pas arrivé à dire, c'est quand même 32 euros et tout, non, je l'ai pris, parce que j'aime l'auteur, voilà, si ça permet de financer l'auteur, qui puisse dessiner d'autres albums, et qui ne décide pas de changer de carrière, oui, je finance, j'aide Clair de Lune à pouvoir proposer d'autres histoires, même si Clair de Lune, a priori, ni côté manga, ils y reviennent à nouveau. Il avait déjà mis le doigt dans l'engrenage manga, ils ont arrêté des séries en cours, et là ils y reviennent à nouveau, donc ça n'a pas été très cool non plus sur les mangas. Par contre, ça m'est arrivé d'avoir contacté mince, comment ça s'appelle l'éditeur, et on m'avait répondu très rapidement, on m'avait dit j'espère aussi que le tome sortira, c'était Tome des aventuriers du survivor, mais en même temps le dessinateur, enfin le scénariste a arrêté d'écrire la suite, dommage. J'ai plus l'impression de me faire avoir en payant 4 euros Harry Potter Lego. Ah, peut-être. T'es sûr que t'as moins de contenu? Je ne sais pas. Ah, j'aime pas Harry Potter. Et donc, c'était tout pour ce mois-ci. On va revenir sur la scène principale. Et piouf. Merci encore, Chef Maxime, d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont regardé et qui regarderont en VOD. Il n'y va pas y avoir grand monde non plus, mais c'est pas grave. Hein. Moi, j'aime beaucoup toujours faire cette émission. Le mois de juillet, en tout cas,
ça va être un mois, toutes les sorties s'arrêtent vers le 20 juillet, donc tu auras peut-être un peu moins de BD, mais bon, me connaissant, on va quand même se retrouver entre 10 et 15 classiques, parce que je vais me relire des intégrales, des trucs comme ça. Donc normalement, le prochaine fois, je vais regarder la date, hop, 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 ce sera bien en août cette fois-ci, si je dis pas de bêtises, ce sera le 4 août, on se retrouvera donc le 4 août pour la suite, l'épisode 19. Et donc d'ici là, passez une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, un bon mois, passez un bon été. On se retrouvera pas en voiture, non, on va se retrouver ici. Enfin, vous pouvez être en voiture, mais si vous êtes en voiture, vous êtes passager pour regarder Twitch, hein, vous n'êtes pas conducteur. Hydratez-vous, moi je serai toujours ici, pas sur 4 roues, sur 4 pieds, 2 chaises. Et donc du coup, amusez-vous bien. Allez, des bisous, ciao ciao, et je vais faire le puf classique, je vais aller